Parce que j'entends souvent, oui, les gens savent comment rentrer en état d'hypnose. Non, non, c'est pas vrai. Ils savent comment rentrer en transe, mais l'état d'hypnose, c'est une transe guidée par suggestion, ce qui n'a rien à voir. Le pire, c'est de ne pas savoir pourquoi on pose une question. Hypnose rapide ne veut pas dire induction courte, par exemple. Bonjour et bienvenue sur le podcast Oser se lancer, le podcast à destination de tous les débutants dans l'accompagnement et de tous ceux qui ne débutent pas en fait, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne débutent pas, qui sont plus expérimentées et qui écoutent quand même, et je trouve ça vraiment chouette, alors merci à vous pour toutes vos écoutes. Aujourd'hui, je reçois un invité qui est Jordan Véro, qui est donc praticien en hypnose et formateur. Il a ses propres formations, il a aussi écrit 2 livres. Je mets tout ça dans les commentaires en dessous, dans la description du podcast. Donc vous pourrez retrouver toutes les informations dont on parle dans la description du podcast. Et puis avec Jordan, on va aborder énormément de thèmes différents, que ce soit les formations d'hypnose, que ce soit l'apport de l'hypnose rapide, qui n'est des fois pas si rapide que ça, le rythme du changement, le travail thérapeutique, la structure trajet, qu'il explique très bien dans son livre Levier de changement. Bref, on a vraiment exploré énormément de choses qui sont très intéressantes pour moi. Donc je vous souhaite une très très bonne écoute et puis n'hésitez pas à nous mettre des commentaires pour qu'on sache un petit peu ce que vous en avez pensé. Ok, alors merci beaucoup Jordan d'être sur le podcast et bienvenue. Et puis j'aurais voulu moi savoir déjà comment t'as débuté. Qu'est-ce qui t'a amené à l'hypnose ? En fait, quand j'étais jeune, j'ai lu un bouquin qui s'appelait Le meilleur des mondes. Et dedans, il parlait d'hypnopédie. Et, je suis allé à ma bibliothèque et je me suis dit, ça existe ce truc-là, on peut vraiment apprendre en dormant. Et quand j'ai cherché sur le Minitel, oui, je suis vieux, quand j'ai cherché sur le Minitel de la bibliothèque, et en fait, je n'ai pas trouvé hypnopédie, mais j'ai trouvé hypnose. Et j'ai commencé à fouiller dans les livres d'hypnose ça m'a passionné. J'ai fait ma première induction à mon frère qui avait 6 ans quand j'en avais 14. Et ça a été top. Et c'est mes rentrées, enfin, voilà, je suis rentré dedans et j'ai jamais lâché depuis. Ok, trop bien. Du coup, t'as enchaîné avec une formation après, standard Pendant ou... des années, je me suis formé tout seul. Ok. J'ai lu plein de bouquins d'hypnose. Alors, je suis passé par Jagot, Filiatre, des personnages un peu comme ça, un peu sulfureux, pour en venir à Bandler, Erickson, Hellman, etc. Et puis, à un moment donné, à l'époque, j'étais responsable d'équipe de conducteurs de train. Donc, je manageais des conducteurs pour la sécurité. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais mêler ma passion à ce travail-là? Et du coup, je me suis dit, tiens, comment je peux l'insérer dans la communication? Et j'ai décidé d'aller me former. Donc, du coup, je me suis formé à l'Arche Mhm. à l'époque. Et puis voilà. Et ensuite, je suis revenu à ce que j'avais appris avant. C'est-à-dire que ça m'a apporté beaucoup de choses sur un plan thérapeutique. Par contre, sur un plan inductif, ça m'a vraiment, ça a été l'inverse. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Ok. Dire que c'était trop cadré ou... Non, c'était que il y avait beaucoup de choses qui se transmettent d'école en école, qui se copient d'école en école et qui, lorsqu'on est en cabinet, pour moi, sont pas vraiment efficaces, quoi. En tout cas, moi, j'étais bien meilleur. J'étais bien meilleur pour induire un état d'hypnose avant de faire ma formation qu'après. Hmm. Et pendant 2 ans, j'ai galéré à cause de ça, parce que les techniques inductives sont pas très intéressantes. La spirale sensorielle, à la base, elle a été créée, par exemple, par Marie-Elisabeth Erickson, ou Elisabeth Erickson, je sais plus, c'était de l'auto-induction. Ça n'a rien à voir avec une induction, en fait. C'est pas très, très efficace, c'est pas très ritualisé. Donc, c'est pas très rassurant non plus pour l'opérateur qui doit toujours recréer la spirale sensorielle. Et du coup, voilà, ces méthodes-là m'ont fait perdre un côté inductif qui était intéressant et m'ont presque fait abandonner l'hypnose pour le coup. Ok. Ah, c'est intéressant parce que c'est vrai que moi j'ai pas mal des fois de débutants qui me disent que justement ils galèrent avec les inductions Mm. et qu'ils n'arrivent pas du tout à trouver comment induire, qu'ils comprennent même pas en fait le principe de comment on induit Ouais, pourtant le réellement. principe n'est pas très très complexe, mais c'est vrai que si t'as pas un minimum ritualisé tes inductions, si tu n'engages pas le corps, si tu dois, en fait, si tu dois toujours réfléchir. Réfléchir, c'est un retour sur soi-même, en fait, d'une Mhm. certaine manière. Si tu dois toujours réfléchir à ce que tu vas dire, tu ne peux pas observer ton client, parce que ta tête, elle est prise ailleurs. Et du coup, comme tu ne peux pas observer ton client, tu peux pas vraiment t'adapter à lui.
Donc, l'idée, c'est de ritualiser, et peut-être même au début de se créer des rituels qu'on apprend par cœur Mm. pour ensuite les adapter aux clients au fur et à mesure. Et quand je dis des rituels qu'on apprend par cœur, je ne parle pas de script, mais parfois passer par l'écrit est intéressant, passer par le corps est intéressant. Parce que Ok. sinon, c'est panique à bord, quoi. Moi, quand je faisais une vision périphérique ou une spirale sensorielle, par exemple, c'était panique à bord parce que je devais trop réfléchir tout le temps dans ma tête. Mm. Réfléchir à ce que j'allais dire, réfléchir à ce que je mettais dans ma spirale, quel sens je faisais remarquer à mon client, sur quoi. Et pendant que je faisais ça, ben, j'étais dans ma tête, quoi. Ouais. Et du coup, je n'observais pas mon client. Et c'est vraiment des rituels inductifs qui sont très, très mauvais pour le coup. Mm. Euh, il vaut mieux partir sur un phénomène hypnotique. Si on regarde Erickson travailler, par exemple, toutes ces inductions quasiment commencent avec une lévitation de main. Et pas une lévitation de main qui dure 3 heures, une lévitation de main qui dure 1 ou 2 minutes. Et ça commence tout de suite, quoi. Ok. Donc, engager le corps et démarrer assez rapidement quelque chose qui soit simple. Parce que l'hypnose, une induction, ça peut être extrêmement simple. Mm. Ouais, on a peut-être eu tendance à vraiment compliquer les choses dans les Oui, je protocoles. pense. Je pense. Ok. Donc, d'où l'intérêt de peut-être se former aussi à, on en parlait avec Philippe, à tout ce qui est hypnose rapide, où on sert beaucoup plus des phénomènes hypnotiques. Pour moi, l'hypnose rapide, elle va au-delà de ça. Hypnose rapide ne veut pas dire induction courte, par exemple. Parce que souvent j'entends, oui, moi je veux faire une induction qui dure 3 minutes. Oui, mais je demande souvent à mes praticiens, ça veut dire quoi hypnose rapide? Et qu'est-ce qui fait que tu arrêtes l'induction? Qu'est-ce qui fait que tu l'estimes suffisamment profonde, on va dire, Mm. même si c'est qu'une métaphore profonde. Et il n'y a pas beaucoup de praticiens qui me répondent. Et pour moi, la réponse, c'est quand tu as atteint les phénomènes hypnotiques ou les compétences hypnotiques du client dont tu as besoin pour le travail thérapeutique que tu prévois après. Mm. Si par exemple j'ai besoin d'une hallucination visuelle, il est évident que je vais, enfin, à part avec certains sujets, par exemple, si je tombe sur 20% des sujets qui sont capables de la créer comme ça, dans ce cas-là, oui, je vais mettre peut-être 3 ou 4 minutes. Mais il y a des personnes pour qui je vais faire une induction de 30 à 40 minutes pour atteindre ça. Et puis parfois même, je ne l'atteindrai pas d'ailleurs. Mm. Euh, donc, l'hypnose rapide, pour moi, c'est pas une histoire de... c'est une histoire de compétence. C'est en gros, tu vas montrer au client qu'il est compétent le plus rapidement possible. Pour donner un exemple, moi, quand j'étais en formation de base, euh, parfois, on me faisait une lévitation de main, mais ça durait 4-5 minutes. Et moi, pendant, euh, pendant 15 jours, on me disait, mais tu fais exprès, tu veux pas rentrer en transe, pourquoi tu fais Mm. exprès, tu veux garder le contrôle, etc. Mais non, C'était mais ta c'est que faute, en fait. Ouais, mais je comprenais rien à ce qu'on me disait, en fait. Mm. C'était du gloubi-boulga, du style, je te donne un exemple, je ne sais pas de quelle manière ta main va commencer à s'élever, peut-être que c'est la droite ou c'est la gauche, et tu te rendras peut-être compte qu'elle se lève, ou peut-être que tu ne t'en rendras pas compte avant de sentir comment elle devient légère. Mais moi, dans ma tête, ça me crée un monologue interne de fou. Je me dis, attends, c'est la main droite ou c'est la main gauche qui doit se lever? Elle doit se lever toute seule ou c'est moi qui dois la lever? Et pourquoi tu sais pas? C'est toi qui me guide? Enfin, c'est quoi ce délire? Et puis un jour, au bout de ces 15 jours, j'ai vu un mec qui me dit, non, mais attends, on va faire plus simple. C'était un hypnotiseur de spectacle. Il me dit, non, non, mais on va faire plus simple, laisse tomber. 3 minutes plus tard, je m'appelais Jennifer. Alors que personne n'avait réussi à m'amener en état d'hypnose. Ouais. Et lui, c'était hyper simple. Il m'a dit des choses vraiment très simples. Je savais où j'allais, en fait. Il me disait, tiens, observe ta main, fixe ton attention dessus et je la guide. Et au fur et à mesure où je la guide, elle est attirée vers ton visage d'elle-même, sans que tu aies rien à faire. Et puis, c'est tu. Silence. Et là, j'ai senti ma main qui avait son premier cran. Et il me regarde, il me fait, tu sens ça? Je fais, oui, ça a fait un cran. Exactement. Et ça continue d'elle-même, attirée vers le visage. Et juste après, mes paupières se sont mis à cligner. C'est pour ça que c'est une induction que j'aime beaucoup. Mes paupières se sont mis à cligner. Il me fait, tu sens ce qui se passe dans tes paupières? Je fais, oui, elles clignent. Exactement. Et se ferment complètement. Et de plus en plus. Là, j'ai senti que mes paupières n'arrivaient plus à rester ouvertes. Mm. Ma main s'est approchée du visage et d'un coup, il m'a fait une rupture. Il m'a mis la main contre le visage. Il m'a dit, maintenant, dors profondément, un sommeil hypnotique. Euh,
Et là, je me suis senti partir, comme sur un toboggan. Mm. Tu vois, et l'hypnose rapide, je pense que c'est une histoire de compétence. Là, je me suis senti compétent. Là, je n'avais pas de monologue interne à me demander ce que je devais faire, comment je devais faire, etc. Ouais, c'est vrai qu'on peut Donc, créer ça des fois chez nos clients, une espèce d'incompétence où ils se disent ouais, c'est moi qui arrive pas quoi parce que je suis pas bon. c'est ça. Et je pense que l'hypnose rapide, c'est plus aider la personne à être à son rythme max. Il ne s'agit pas d'hacker le cerveau, comme j'entends parfois. Je ne pense pas qu'on puisse hacker le cerveau de quelqu'un et dépasser son rythme personnel. Mais je pense vraiment qu'on peut l'aider à faire simple, à se sentir compétent. Et si on a ça, alors c'est très simple d'induire un état hypnotique chez une personne. Et même pour le praticien, ça soulage la tête. Parce que ben, on a moins à réfléchir, on n'a pas à faire des suggestions dites indirectes, mais qui ne le sont pas du tout. Hein. Parce que si je te dis, je ne sais pas comment ta main va être attirée vers le visage, on sait tous les deux où on va. Hein. C'est que Mm. on veut que la main soit attirée vers le visage. Donc l'effet, il est dit tout de suite. Euh, alors que, par exemple, on gagnerait à mettre le focus sur les suggestions directes à effet indirect. Par exemple, si je te dis, tu as un ballon entre tes mains, et le Mm. ballon se dégonfle, la suggestion est très directe, mais l'effet, c'est que Ouais. tes mains sont attirées vers l'une vers l'autre. Et même, moi, souvent, je dis, tiens, tu as un ballon entre tes mains là maintenant. Je demande à la personne, il est plutôt rouge, plutôt bleu, d'une autre couleur. La personne me dit bleu, plutôt lisse, plutôt rugueux. Elle me dit, par exemple, lisse. Je dis, OK, maintenant, prends une bonne inspiration, ferme les yeux. Et Ah, tu fais avec le son. voilà, et les mains sont. Et c'est une suggestion, c'est presque direct, ou alors c'est très indirect parce que c'est non-verbal. Mm. Mais je ne sais pas comment ta main va être attirée vers le visage. En fait, là où était bon Erickson, c'est qu'il était très confiant dans ce qu'il faisait. Et lorsqu'on est confiant, on va faire des suggestions indirectes confiantes. Mais lorsqu'on fait des suggestions indirectes, on ne deviendra pas confiant pour autant. Mm. Ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. C'est-à-dire que l'indirect est très intéressant pour le changement, par exemple. Je ne sais pas comment tu vas changer ça. Mais pour l'induction, dire je ne sais pas comment ta main va s'élever vers le visage, déjà, il y a trop de jeux dans cette phrase. Il y a trop de place de l'opérateur. Je ne sais pas comment ta main. On s'en fout de ce que tu sais et de ce que tu ne sais pas. Et en plus, je ne sais pas, ça crée du doute. Moi, si un opérateur me dit ça, je me dis, oh, c'est embêtant quand même. C'est Parce que quand même c'est à toi toi qui de me dis. savoir. Moi, ça va me créer du monologue interne. Et ce monologue interne, ça va me faire rater le fait d'entrer en état d'hypnose. Parce que plus je réfléchis, moins je suis avec l'autre. Mm. De la même façon, plus un opérateur réfléchit, moins il est avec l'autre. On a intérêt à faire simple pour une induction. Ok. Donc simplifier les pratiques. Mm. J'ai entendu laisser du silence aussi, parce que ça c'est un gros défaut que qu'on peut Ben, retrouver. oui, alors ça, c'est typiquement, si tu fais 4 suggestions, pourquoi tu as besoin des 3 dernières? Mm. La question, c'est qu'est-ce que ça crée chez le client? Si je te dis, je ne sais pas de quelle manière ta main va être attirée vers le visage, et plus elle est attirée, plus tu peux te. Mais pourquoi j'en dis autant? Alors que si je dis, tiens, ta main est attirée vers le visage, et que je laisse un silence, bah, ce silence dit, je suis confiant avec ça. Donc tu peux l'être aussi. Ta main est attirée vers le visage. Déjà, voyons ce que cette suggestion va faire avant d'en balancer 10 autres. Mm. Ouais, c'est Parce peut-être que des fois plus pour se rassurer nous-mêmes. On va ouais, aller c'est un peu balancer ça. plein de trucs. Mais c'est pas rassurant parce que ça crée une boucle pourrie. Du coup, le client va avoir du mal à suivre les suggestions. Du coup, elles vont avoir moins lieu. Du coup, on va être encore plus indirect. Du coup, ça aura encore moins lieu. Du coup, pour se rassurer, on va être plus indirect. On va perdre en confiance. Et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux, en fait. Mm. Le- Ça fait ouais, 2 fois là que tu parles de la confiance dans la posture, moi j'entends, qu'on doit avoir. Dans C'est la, dans dans notre la quoi? posture un petit peu, Hmm. ou dans les suggestions, ou dans l'hypnose. Toi, tu dirais que la confiance, elle doit être dans quoi? Parce que moi, la confiance en soi, j'y crois moyennement des fois. Ouais. Et je me dis qu'il faut Je, mieux la mettre sur autre chose que sur soi, je suis d'accord. sur Je suis l'autre. complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense que la confiance, elle ne doit pas être en nous, mais dans le client. Mm. On doit avoir confiance. Moi, quand je vais proposer à un client d'aller vers l'hallucination, ce qui peut prendre un certain temps, je suis confiant en lui, pas en moi. Moi, je vais lui donner des outils qui lui permettent de le faire le plus simplement possible. Mais bon, il y arrivera ou il n'y arrivera pas, mais je sais qu'il peut y arriver. Maintenant, je pense que
C'est intéressant ce concept de confiance, pardon, Mm. conscience aussi, mais le concept de confiance, il est intéressant. Pendant des années, pendant 2 ans après ma formation, quand je faisais des inductions qui étaient complexes, je me disais, il faut que j'ai plus confiance en moi, j'arrive même plus à faire une suggestion directe, c'est quoi ce délire? Je faisais du coup de l'auto-hypnose, je faisais des séances d'hypnose pour essayer de régler ce problème de confiance, mais je pense que ça marche pas. Mm. C'est comme quand tu apprends à grimper, tu peux faire 50 séances sur le fait de grimper. Si à un moment tu grimpes pas, tu gagnes pas en confiance. C'est ça. Donc il faut pratiquer pour pouvoir avoir confiance. Et pour ça, il faut se donner un cadre sécure. Mm. Par exemple, pour apprendre à grimper, on ne va pas grimper en tête tout de suite, c'est-à-dire monter la corde au fur et à Oui, mesure. oui, On va grimper en moulinette, c'est ça. c'est-à-dire qu'avec une corde qui est déjà attachée en haut. Ben, je pense qu'en hypnose, si je devais dire à ceux qui démarrent, puisque finalement le podcast, c'est oser se lancer aussi, Oui. si je devais donner un seul conseil aux gens qui démarrent, c'est donnez-vous un cadre où vous pouvez échouer, où le fait d'échouer n'est plus un échec. Moi, par exemple, au bout de ces 2 ans-là, quand j'ai failli abandonner, j'ai créé ce qu'on appelle le cadre d'exploration. Le cadre d'exploration, c'est un peu comme le Indiana Jones, en fait. Indiana Jones, quand il a trouvé l'arche perdue, il se fait chier. Après, il rentre chez lui, il boit son whisky, il s'emmerde, quoi. Oh, j'ai dit un gros mot, zut. Je mettrai des Il petits flous s'ennuie. sur ta voix. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir la boule qui lui court après derrière. Ce qui l'intéresse, c'est de couper les herbes. Ce qui l'intéresse, c'est le danger, c'est l'exploration. Une fois qu'elle est finie, paf, on s'ennuie, quoi. Et je pense qu'en hypnose, on devrait être des explorateurs et non pas des gens qui cherchent à avoir le résultat tout de suite. Mm. Alors, j'avais posé ce cadre, partant de cette idée-là, j'avais posé ce que j'appelle le cadre d'exploration. Et ce cadre d'exploration, il est tout simple. Je dis au client qu'on va explorer. Et je lui dis de cette façon. Presque un automatisme. Je lui dis, voilà, je vais vous guider en état d'hypnose et il y a plein de portes pour entrer en état d'hypnose. Je vous connais depuis 5 à 10 minutes, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Donc, on va explorer ensemble. Certaines portes seront très simples pour vous et vous amèneront très profondément et très rapidement dans un état hypnotique très productif pour votre changement. D'autres portes demanderaient un certain apprentissage et au début, vous n'arriverez pas à faire certaines choses que je vous demande. Et c'est OK. On apprendra si c'est nécessaire. Sinon, on passera par les autres portes. Faisant ça, derrière, je peux faire une suggestion très forte en disant, et maintenant, je vais dire par exemple à la personne, dans quelques secondes, quand je vais claquer des doigts, tu ne m'entendras plus. Une part de toi plus inconsciente m'entendra, mais toi, tu ne m'entendras plus du tout. Et si ça rate, alors c'est pas grave. Si par exemple, je lui dis, vous m'entendez? Et puis que la personne me répond, c'est-à-dire que ça a échoué, je vais lui dire, bon, bah, c'est pas encore là. Et puis on va passer à autre chose. Et c'est OK. C'est pas grave en soi. C'est souvent ce qui va créer le problème, c'est que l'opérateur n'accepte pas qu'il y ait des choses qui ratent et n'accepte pas qu'il soit en train d'explorer. Et ce cadre d'exploration a changé ma pratique. En disant à mon client, on explore, je lui dis, tu sais, tu n'as pas tout à réussir. Des fois même, je leur dis comme ça, vous savez, vous n'avez pas tout à réussir dans ce que je vous propose. Parce que je ne sais pas quelles sont les portes les plus productives pour vous. Donc, on va explorer ensemble. Si quelque chose ne fonctionne pas, rassurez-vous, c'est moi qui gère. Je passerai par une autre porte. Et ça détend vachement l'atmosphère, aussi bien dans la tête du client que dans la mienne. Mm. Parce que moi, je me dis, même en démo, hein, si par exemple, je dois réussir quelque chose en démo, mais je suis en panique, hein, comme la plupart des praticiens qui commencent. Et d'ailleurs, en stage d'hypnose rapide, une des premières choses que je pose, c'est ce cadre d'exploration. Je dis, voilà, je ne sais pas comment vous fonctionnez, vous, tous les praticiens qui êtes en face de moi. Quand vous viendrez vous asseoir à côté de moi, on va explorer comment vous fonctionnez. Certaines choses fonctionneront très bien pour vous, d'autres fonctionneront un peu moins. L'idée, c'est de voir comment on vous fait avancer en état hypnotique. Mm. Une fois que ça s'est posé, j'ai plus de pression. Que ça marche ou que ça ne marche pas, que ma suggestion prenne ou ne prenne pas, je suis en train d'explorer. Et ça me donnera juste une information supplémentaire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais carrément. Je Non, suis mais clair là? c'est trop bien. Mais en fait, je pense que ça part du postulat de départ qu'il y a peu de personnes qui ont que l'hypnose, c'est un apprentissage pour l'autre et Exactement. qu'on va apprendre alors je dis niveaux entre guillemets, mais des niveaux de transe pour arriver à des niveaux de phénomènes hypnotiques, comme tu disais, dont tu as besoin dans ta séance plus tard. Et que ça s'apprend et que c'est pas inné et qu'on a le droit de prendre du temps aussi pour apprendre ça à l'autre.
Ouais, pour moi, c'est même primordial cette idée-là. Et l'hypnose rapide, c'est aller au rythme maximum du client sans pour autant le brusquer non plus. Mm. La plupart des gens, allez, 95% des gens savent faire une lévitation de main en moins d'une minute. Des sujets, je parle. Hein. Ouais. La plupart des gens savent faire ça en moins d'une minute. Et chez 95% des gens, je l'obtiendrai en moins d'une minute. Mais il y a des gens pour qui je vais mettre 10 minutes quand même. 10 minutes en les guidant avec du leading non verbal, en les guidant avec des suggestions non verbales. Et puis, je vais me rendre compte peut-être que la personne, elle est plus réceptive au non verbal. J'avais une. Je ne sais pas si je peux raconter une anecdote là, mais. Vas-y. D'accord. J'avais une jeune fille il n'y a pas très longtemps qui est venue. Elle avait fait plusieurs séances à Lanval. Euh, pour des problèmes de douleur. Elle avait fait pas mal de séances où on lui apprenait le lieu ressource. Et quand elle est venue, je lui dis, et comment ça se passe pour toi, l'hypnose? Elle me dit, moi, j'y crois pas vraiment, en fait. Le lieu ressource, j'arrive pas à le faire, c'est trop compliqué. J'ai une mauvaise visualisation, je suis pas très bonne à ça. Et elle était un peu dépitée, quoi. Mm. Et elle me dit, j'ai l'impression de jamais avoir été en état d'hypnose. Et je lui dis, écoute, j'ai l'impression que ce qu'on t'a demandé, c'est vraiment trop compliqué. Elle me dit, bah ouais, j'ai l'impression que ce que je vois à la télé, c'est pas du tout pareil. Je fais, oh, écoute, on va faire un petit jeu. On va faire un petit jeu pour explorer comment tu fonctionnes. Je ne sais pas ce qui sera le plus productif pour toi, mais on va explorer ensemble. Parce qu'il y a des manières très, très simples d'entrer en état d'hypnose et très rapides. Et autant explorer celle-là en premier. Et du coup, j'ai dit, tiens, place tes mains comme ça. Et là, c'est les deux mains l'une en face de l'autre pour ceux qui nous écoutent, parce que nous, on a la vidéo, mais il ne faut pas le dire. Donc, je lui fais placer ces deux mains l'une en face de l'autre, comme si elle tenait un ballon, justement. Et je lui dis, tiens, là, il y a un ballon entre tes mains. De quelle couleur tu le choisis? Plutôt bleu, plutôt rouge, couleur chaude, couleur froide? Elle me dit, non, plutôt couleur chaude, c'est un ballon rouge. Je fais, ok, tiens-le entre tes mains. Et tiens-le bien pendant tout le temps où je te parle. Et je lui dis, maintenant, prends une bonne inspiration, ferme les yeux. Ça, c'était pour vérifier comment elle me suit. Si par exemple, là, elle ne prend pas la bonne inspiration tout de suite et si elle ne ferme pas les yeux quand je lui demande, ça veut dire qu'il y a un problème de réactivité. Elle me suit parfaitement. Et je lui dis, maintenant que tu tiens le ballon dans les mains, ressens ce qui se passe. Ses mains se sont approchées toutes seules. Et là, la jeune fille, elle fait, waouh, mes mains, elles sont en train de s'approcher. Je fais, ouais, tu sens comment ton imaginaire impacte ton corps. C'est fou, non? Et ses mains se sont approchées. Je dis, quand tes mains se toucheront, tu sentiras que tout ton corps relaxe d'un coup. Et ta tête penchera d'un coup. J'attends, ses mains s'approchent, puis je continue à faire le. Et quand ses mains se sont touchées, elle est effondrée. Elle est partie super vite en état d'hypnose. Mm. Et puis ensuite, on a recréé du dynamisme derrière, parce que la transe tuporeuse n'est pas très intéressante, mais elle s'est sentie compétente tout de suite. Et par contre, le verbal marchait très, très mal. Par contre, le non-verbal marchait du tonnerre. Et c'est ça, explorer. Je me suis rendu compte qu'en faisant pouf, ça marchait bien. Et ben, je me suis dit, je vais l'accompagner essentiellement comme ça. Ouais. Et c'est en explorant qu'on découvre l'autre. Et pour explorer, il faut pouvoir faire une suggestion forte. Parce que si on est obligé de faire, tu peux peut-être sentir à un moment que éventuellement, sous certaines conditions, si j'ai de la chance, ta main va être attirée vers le haut. La personne, elle ne va pas se sentir confiante. Et elle ne va pas vous sentir confiante non plus. Mm. Alors que si je lui dis, tiens, tes mains sont attirées l'une vers l'autre, je fais une suggestion verbale avec une suggestion paraverbale, attirée l'une vers l'autre. Elle sera beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante. Et je pense qu'on devrait mettre un cap sur le direct et sur le cadre d'exploration dès le début, parce que Ouais. ça aide énormément. Ouais, carrément. Énormément. Ouais, parce que ça, en fait, tu t'autorises aussi à vérifier que ta suggestion marche ou pas, et donc à ce qu'elle échoue, en fait. Oui. Et en plus, quand elle va échouer, je vais prendre une phrase de Bandler. Il dit que vous ayez un échec dans votre pratique, c'est normal. Mm. Que vous ayez le deuxième échec, le même, c'est anormal. Ça veut dire que vous n'avez pas réfléchi la première fois à 3 choix différents la prochaine fois que ça arrive. Et une suggestion directe, elle peut échouer. Et c'est OK. Et après, on se dit, comment je fais avec ça? Tiens, et ta main est attirée vers le haut. Et puis, il ne se passe rien. Je vais me dire, OK, je vais passer un non-verbal, je vais le guider. Et maintenant, tu sens que je guide ta main pour l'aider. Et elle continue d'elle-même. Il ne se passe toujours rien. Je vais essayer en non-verbal. Pousser vers le haut. Il ne se passe toujours rien. Tiens, tu sens que ta main elle ne bouge pas? Non, elle ne bouge pas. OK. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle est verrouillée. Verrouillée, exactement.
Et je vais rebondir là-dessus et je vais aller vers une catalepsie peut-être. Mm. Donc là, j'ai eu 4 échecs, mais ces 4 échecs me donnent 4 infos Mm. qui me permettent de rebondir. Et à chaque fois, ces échecs, je m'y suis confronté, hein. Là, j'en parle comme si c'était simple, mais à un moment, je m'y suis confronté. J'étais en face et je disais, et ta main est attirée vers le haut. Oh putain, elle monte pas. Oh, je suis dans la merde. Elle monte pas. Et là, je me suis dit, OK, comment je fais maintenant? Mais j'ai le temps. Je peux me dire, OK, lui, il a une chose à vérifier, que sa main monte. Mm. J'ai le droit de mettre un silence et de me dire comment je fais maintenant. Je viens de le faire en verbal, ça marche pas. Tiens, je vais tenter une dissociation. Remarque comment ta main est attirée vers le visage. Ça marche toujours pas. OK. Tiens, ben, je vais essayer en non-verbal. Je vais le guider en non-verbal et puis le lâcher à un moment donné. Et ainsi de suite. Et ça, c'est de l'exploration. Mm. Et ça fonctionne bien. Et pour ça, il me faut un cadre. Le cadre d'exploration. Ouais. Donc bosser son cadre Ouais. et se laisser du temps qui va à l'encontre de l'hypnose, c'est magique et on fait ça en une séance. Ouais. Ouais, je pense. Après, pour le travail, l'indirect sera intéressant. L'indirect qu'on Mm. apprend en école. Parce que s'ils apprennent l'indirect, c'est pas pour rien, hein. Ça reste quand même intéressant. Sur le travail de changement, je ne sais pas, je me demande, est Oui. intéressant. Je ne sais pas de quelle manière tu vas mettre en place ces ressources, c'est intéressant. Par contre, je ne sais pas de quelle manière cette main va s'élever au fur et à mesure que tu rentres en état d'hypnose, ça l'est pas. C'est-à-dire qu'il faut aussi choisir les suggestions en fonction de ce qu'on est en train de faire. Mm. En, en- Lors de l'induction, je pense que la position haute du sachant est intéressante. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas induire un état hypnotique en position basse, mais souvent les clients vont nous demander une position haute, Mm. celui qui sait comment guider. C'est une position haute structurelle, ce n'est pas une position haute où je maîtrise l'autre. C'est de la structure. Je te donne une structure qui te permet d'aller en état hypnotique. Je te guide. Je suis la notice. Mm. Parce que j'entends souvent, oui, les gens savent comment rentrer en état d'hypnose. Non, non, c'est pas vrai. Ils savent comment rentrer en transe, mais l'état d'hypnose, c'est une transe guidée par suggestion, ce qui n'a rien à voir. Euh, on s'assure que l'automatisme est réactif par suggestion, justement. Donc, on doit les aider à ça. On doit leur apprendre à faire ça. Ok. Et, donc posture haute potentiellement très utile en induction Oui, je pense. et posture plus basse à partir du moment où tu commences le Dans le mouvement changement? dans le changement. Bah oui. Ouais, parce que dans le changement, tu sais vraiment pas pour le coup. Par contre, tu peux lui donner une structure. Euh, c'est par exemple, tu peux l'amener dans un contexte qui va lui permettre de recadrer sa façon de voir son problème. Mm. Tu peux lui donner, tu peux l'amener dans une métaphore, par exemple. Je pense à une cliente où elle venait parce qu'elle avait des crises d'angoisse. Et à un moment donné, on part dans un truc un petit peu imaginaire. Je lui demande comment, si je la mets en état d'hypnose, je lui dis de se connecter à sa sensation d'angoisse. Puis je lui dis maintenant, dans votre esprit, dans quelques secondes, quand je vais claquer des doigts, votre corps va vous amener une image ou une pensée, une idée qui est en lien avec cette crise d'angoisse. Elle me dit, à un moment donné, elle me dit, j'ai l'impression il y a comme une fissure devant moi. Et de l'autre côté, il fait beau et c'est joli. Et il faut que je passe, mais cette fissure, elle est trop serrée. Mm. Je lui dis, OK, passez juste une main dedans pour voir ce que ça donne. Elle passe sa main, et puis elle commence à faire... Et puis elle a du mal à passer. Là, elle est dans un contexte où elle touche son problème. Derrière, il va falloir voir ce qu'elle en fait. Jusqu'à maintenant, elle le fuyait, elle revenait en arrière, et puis elle essayait de gérer son angoisse. À ce moment-là, dans ce contexte imaginaire, elle a décidé de continuer à passer Mm. en s'assurant qu'elle pouvait toujours un petit peu revenir en arrière. Ouais, repartir. Elle faisait des avant-arrière, d'accord? Mais elle avait souvent elle avait souvent ce truc qui venait là, comme si elle était opprimée. Ok. Et puis elle reculait pour vérifier qu'elle pouvait toujours ressortir. Et elle a continué à avancer. Mais c'était presque hallucinatoire ce moment. Elle était vraiment en train de passer à travers une fissure. Et elle était en train de toucher très fortement sa problématique. Et en même temps, elle voyait un but derrière, ce qui n'était pas le cas dans ses crises d'angoisse habituellement. Mm. Et ce but-là, il venait d'elle, il venait pas de moi. Et elle avait toujours ce cap devant elle et une méthode qu'elle avait trouvée elle-même. C'est de revenir en arrière pour vérifier que ça passait toujours. Donc, elle s'est trouvée une méthode pour changer dans un contexte imaginaire. Et je pense vraiment qu'on est là pour donner une structure. Par exemple, on va peut-être lui donner comme contexte une régression, ou on va peut-être lui donner une main qui fait descendre un curseur de la douleur.
Mhm. Et la personne derrière, on ne sait pas comment elle fait. Quand une personne baisse un curseur et qu'elle sent moins sa douleur, mais je ne sais pas comment elle fait, vraiment. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Peut-être que c'est sa focalisation qui fait qu'elle est moins connectée à sa douleur. Peut-être que c'est vraiment, il y a une synapse qui est en train de réduire ses potentiels d'action. Peut-être que j'en sais rien. Et là, c'est pertinent de dire j'en sais rien. On lui donne un contexte, elle change dans ce contexte. Mais on ne sait pas comment elle change dans ce contexte. Et est-ce que c'est pertinent de savoir ou pas forcément? Je sais pas. Ok. Pour le coup, non, j'en sais rien si c'est pertinent. Des fois, les gens veulent savoir comment ils ont changé. Ça arrive. Mais des fois, ils le découvrent bien plus tard. C'est parfois 6 mois plus tard, les gens vont dire ah, j'ai compris en fait pourquoi j'ai changé. Moi, je les laisse. Si on ne sait pas, on ne sait pas, puis basta. C'est pas grave. Au pire, je leur dirais bah, c'est quand vous avez passé la fissure. Oui, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai changé? Bah, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous avez vécu qui a fait que ça a changé lorsque vous avez passé la fissure? Il n'y a que vous qui savez ça. Pour cette dame, par exemple, elle est passée de l'autre côté. Quand elle est passée de l'autre côté, elle est arrivée sur du sable. Mm. Elle est passée de l'autre côté de la falaise, elle est arrivée sur du sable. Et sur ce sable-là, elle a regardé un petit peu plus loin, elle a vu un voilier. Et elle s'est mise à pleurer. Elle a vu son mari qui était sur le voilier. En fait, elle acceptait pas le deuil de son mari. Mm. Et quand elle a fait ça, elle est passée de l'autre côté et elle a vu ce deuil-là. Elle s'est dit, je peux le faire. Il est temps que je le fasse. Et elle lui criait, alors elle criait dans le cabinet aussi, elle lui criait, elle lui parlait, et puis il s'est approché avec le voilier. Il est venu la voir une dernière fois sur la plage. Mais ça disait plein de choses. Mm. Ça disait qu'au départ, elle n'était pas prête. Ça disait qu'elle avait peur de la souffrance. Ça disait qu'il y avait une fuite vis-à-vis de ça. Le revoir était trop douloureux, etc. Mm. Donc, il y a plein de possibilités d'interpréter. Mais je ne pense pas que ce soit intéressant d'interpréter. Mm. Je trouve intéressant, c'est que du coup, t'as pas brusqué non plus, non, on va faire un deuil, on va aller couper les liens, on va aller machin. Tout à l'heure, Non. tu parlais de brusquer le client. Mm. Je pense que c'est un gros risque qu'on peut avoir, ça, de vouloir aller trop vite pour l'autre. Ouais. Je pense qu'il y a un temps pour le changement. Mm. Et par exemple, il y a une cliente que j'ai vue pour une phobie de l'herpès. Qui était très très handicapante. On pourrait se dire oui, mais c'est pas tout le monde qui a de l'herpès. Oui, mais elle le soupçonnait chez tout le monde. C'est-à-dire quand elle voyait une personne passer sa langue sur ses lèvres, elle soupçonnait qu'elle avait une gêne et que du coup il y avait un herpès. Et ça l'amenait à sortir de moins en moins parce qu'elle avait peur de le choper. Mm. Cette dame-là, on a travaillé sur 10 séances. Sur 10 séances et je pense que les 10 séances étaient utiles. Il y a une personne que j'ai vue 21 fois. Ouais. 21 fois et on n'a pas fini, on est encore en cours. Alors, bien sûr, le changement s'est décomposé en 4 ou 5 choses. C'est une personne qui sortait pas de chez elle, mais ça s'est décomposé en 4 sous-objectifs. Mais on en est à 21 séances, elle n'a toujours pas fini, mais elle sait qu'elle avance. Mm. Et je pense vraiment qu'il y a une idée fausse vis-à-vis de l'hypnose qui nous dessert, c'est qu'on doit changer en une séance. C'est vrai sur certaines phobies, par exemple sur une phobie avec un stimulus très précis, genre j'ai une phobie des araignées, ça peut être une séance. Mais parfois, lorsque la conscience est impliquée aussi, lorsque ce n'est pas que inconscient, une crise d'angoisse, une crise de panique, la conscience est très présente aussi, hein, elle participe. Hein. Elle dit, il ne faut pas que je pense comme ça, il ne faut pas que je pense comme ça, il faut que j'arrête de me dire. Et quand elle est impliquée, il y a aussi une histoire d'apprentissage, une histoire de connexion entre la volonté et les automatismes, entre le conscient et les processus inconscients. Une espèce de pédagogie du changement aussi. Et ça peut prendre un certain temps quand même. Parfois, il va falloir respecter ce temps. À brusquer, on va perdre le client, Mm. souvent. Donc, je pense que le changement, il doit être au rythme du client, en fonction de l'adhésion du client. Mm. Ça me fait penser, par exemple, souvent je troll un petit peu sur les groupes d'hypnose en disant travailler sur le symptôme, ça marche très bien. En fait, c'est pas ça. Mais un travail sur le symptôme peut être très intéressant, bien plus qu'un travail sur les causes de ce symptôme. En première approche ou dans Même une en première globale, approche. ouais. En fait, je pense que travailler sur le symptôme ou ne pas travailler sur le symptôme, c'est une question d'adhésion du client. En gros, on s'en fout. C'est à quoi le client adhère. Il y a des gens qui viennent, je pense à un client que j'ai vu pour le tabac.
Et il venait pour le tabac parce qu'il est plongeur et que ça ne va pas avec son identité. Pour lui, il voulait pas continuer à fumer. Il voulait être dégoûté du tabac. OK. Est-ce que vous pensez qu'il y a des raisons au fait que vous fumiez qui sont importantes d'explorer pour que vous changiez? Il me fait non, non, je sais pourquoi j'ai fumé, je sais pourquoi j'ai fait ça, je m'en cogne, c'est plus le problème maintenant. Ce que je veux, c'est ne plus en avoir envie, tout simplement. Mm. Et on a travaillé purement symptomatiquement là. On a travaillé sur un dégoût du tabac. Et ça fait 6 ans maintenant. Et il m'a envoyé il n'y a pas longtemps une petite vidéo de lui où il est à, je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc, Deep Hall, je crois, un endroit où Guillaume Néry avait plongé, il rêvait d'y aller. Je crois que ça s'appelle Deep Hall, c'est aux Bahamas. Et il est au bord, il est dans sa d'eau turquoise. Et il me dit, regardez, ça fait 6 ans que je ne fume plus, et ça, c'est pour vous, parce qu'on en avait parlé. Chouette. Et du coup, après, je l'ai vu plonger. Et pourtant, on a travaillé purement symptomatiquement. Je ne lui ai jamais parlé du stress, je ne lui ai jamais parlé de rien du tout, parce qu'il adhérait à cette idée. C'était lui qui, pour lui, pour changer, il fallait passer par là. Et parfois, il faudra aller en profondeur, au contraire, mais c'est parce que le client adhérera à aller en profondeur. Mm. Et ça va dépendre vraiment du client. À vouloir aller en profondeur, là où un client pense que c'est symptomatique, on va le perdre. À vouloir travailler symptomatiquement, là où un client pense qu'il doit aller travailler en profondeur, on va le perdre aussi. Parce que Donc ce n'est c'est le pas comme rejoindre. ça qu'il voit son changement. Mm. Et, euh, et je pense que c'est vraiment des vieilles croyances bien pourries issues de la psychanalyse, par exemple, qui vont avec le fait que si on travaille sur une phobie, on va avoir un déplacement de symptômes. Euh, enfin, pour moi, c'est des conneries tout ça. Il y a un moment, il faut changer aussi, il faut se permettre de changer aussi dans notre culture du changement. Mm. Moi, ça fait 10 ans maintenant que je suis en cabinet. Et des phobies, j'ai bien dû en voir 1000, je pense. J'ai vu un seul déplacement de symptômes. Et je savais qu'il aurait lieu. Parce que la personne était persuadée que si elle travaillait sur sa phobie, elle aurait un déplacement de symptômes. Néanmoins, elle ne voulait pas travailler sur le fond. Donc, on a travaillé juste sur la phobie, juste sur sa peur des araignées. Et ça s'est déplacé, elle a eu peur des cafards. Bon, mais elle le savait. Mais Mm. parce que elle était persuadée que ça se passerait comme ça. Oui, c'est Comme elle comme avait ceux qui cette idée en sont, tête, elle l'a générée d'une ouais. certaine manière. Comme ceux qui sont persuadés que s'ils arrêtent de fumer, ils vont grossir Oui, ou voilà, manger c'est plus. ça. C'est ça. Donc, il y a des gens avec qui il faudra aller travailler en profondeur, d'autres avec qui il faudra aller travailler sur le symptôme. Erickson travaillait, enfin, si on regarde le travail d'Erickson, qui est souvent pris en exemple dans les formations en hypnose dite ericksonienne, euh, Erickson travaillait bien plus souvent sur le symptôme qu'autre chose. Bien sûr, au départ, ensuite, ça va toucher le fond, et même sans le dire parfois. C'est-à-dire que quand on travaille sur le symptôme, de toute façon, tout est relié. C'est un maillage interne. C'est un peu comme s'il y avait une toile d'araignée et tu tires sur un des filins de la toile d'araignée, mais toute la toile d'araignée bouge. Si tu travailles sur le symptôme, c'est un peu la clipséo sur la casserole chaude. C'est pas parce que tu tiens la clipséo que tu touches pas la casserole chaude. Mm. Tu la touches quand même. Tu peux vider l'eau chaude, tu peux faire bouger les choses et tu peux toucher le fond sans le savoir. Erickson, par exemple, il y a plein d'exemples comme ça. Quand il travaille sur la salade verbale, un monsieur qui est sur la salade verbale, il est purement symptomatique. Il travaille purement symptomatiquement. Quand il travaille sur une dame sur le tabac en faisant l'induction avec sa main qui pose la cigarette, qui la reprend et qui fume à nouveau, qui la repose, et il induit l'état hypnotique comme ça. Il crée de l'idéomoteur. Ensuite, une fois qu'elle a fini sa cigarette, il crée de l'idéomoteur plus fin en faisant de l'écriture automatique. Et ensuite, le travail thérapeutique, c'est vous allez écrire quelque chose que vous lirez dans 6 mois, quand vous serez devenue non-fumeuse. Et vous prendrez plaisir à lire ce que vous avez écrit à ce moment-là. Vous vous en rappellerez plus, en revanche. Et vous le trouverez dans un coin de votre sac que vous allez choisir, où vous savez que vous n'allez jamais voir. Mais c'est purement symptomatique. Mm. Il lui a jamais dit on va travailler sur ton stress. Il lui a jamais dit on va travailler sur. D'accord. Donc, pareil, un jour, monsieur vient le voir parce qu'il est obligé, chaque fois qu'il fait pipi, de le faire à travers un tuyau. Et Erickson, il travaille comment? Il lui fait couper un petit bout du tuyau à chaque fois, jusqu'au moment où il fait pipi à travers un anneau. Mais c'est purement symptomatique. Mm. Il travaillait très souvent symptomatiquement. En revanche, à un moment donné, ça va aller aussi toucher en arrière-plan le fond qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'en travaillant comme ça, peut-être qu'à un moment, la personne va exploser émotionnellement sans comprendre. C'est-à-dire que c'est pouvoir travailler symptomatiquement
en se permettant à un moment donné de laisser venir ce qu'il y a en arrière-plan. Ouais. Et ce qui amène l'idée qu'il faut aussi un petit suivi pour que si il y a quelque chose qui vient, la personne ne se sente pas aussi non plus toute seule et ah bah Ouais. tiens, ça devrait être réglé, j'y retourne pas quoi. Le mieux, c'est de laisser venir, c'est déjà qu'il y ait un suivi, oui, mais le mieux, c'est aussi de laisser venir pendant la séance, parce Ouais. que parfois, ça va connecter directement dans la séance. Moi, je ne travaille pas, par exemple, avec les prescriptions de tâches comme faisait Erickson, parce que j'estime que c'est un autre métier qui demande beaucoup de compétences que j'ai jamais acquises et que ça ne se mêle pas si bien que ça avec l'hypnose. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, hein, ça veut juste dire que moi, j'ai essayé un moment de le mêler quand je m'intéressais aux thérapies brèves et je me suis rendu compte que c'était une manière de fuir à l'époque l'induction hypnotique. Mais j'utilise pas trop ça. Par contre, il m'arrive de travailler symptomatiquement dans la séance, très souvent, extrêmement souvent. Et puis à un moment, je vais sortir une phrase assez vague. Vous savez, il peut y avoir des choses en arrière-plan qui ont besoin de surgir maintenant. Si c'est le cas, soyez curieuse. Et puis curieuse, et parce que curieuse de quoi? Parce que qu'est-ce qui peut se passer? Et puis d'un coup, ça explose. Et puis des fois, non, rien. Tout simplement, ça continue comme on a commencé, travailler symptomatique, purement symptomatique. Ok. T'as une stratégie, toi, d'accompagnement qui est la structure trajet, que tu utilises tout le temps ou pas forcément Ouais, si tout le temps, mais même dans ma vie de tous les jours, en fait. C'est une des trajets. structure qui. Ouais, c'est une structure qui permet de questionner un objectif simplement. Mm. C'est en gros, ça permet de questionner un problème simplement. En fait, ça permet de questionner une expérience simplement en ayant tous les tenants et les aboutissants. Les aboutissants. Ouais. En ayant tout. Mais elle est très simple. Alors, elle est dure à automatiser parce qu'au départ, bah, c'est bien comprendre la structure. Mais ensuite, une fois qu'elle est en place, elle est super simple en fait. Moi, par exemple, quand ma fille vient de l'école et me dit oh, j'ai passé une sale journée. Tout de suite, je me dis ok, ça c'est un jugement. Je le classe dans le jugement. Je vois qu'elle fronce les sourcils, donc elle est en colère. Donc ça, c'est une émotion. Je la vois, je n'ai pas besoin de la demander, je la vois. Et puis je vais dire, qu'est-ce qui te fait dire que c'était une sale journée? Ah bah Colline, elle m'a rejeté. Enfin, elle me dit pas elle m'a rejeté, elle m'a repoussé, elle n'a pas voulu jouer avec moi. Là, je vois une micro-expression de tristesse, donc je me dis, ça, c'est dans l'émotion. Elle n'a pas voulu jouer avec moi, c'est dans le contexte, la réalité, ce que j'appelle la réalité, le R de trajet. Et puis du coup, je vais lui demander, et qu'est-ce que tu te dis sur le fait qu'elle n'a pas voulu jouer? Bah, elle est méchante, moi, ça me rend, je me sens seule. Bah, ça, c'est les jugements qui créent la tristesse. Et donc là, j'ai réalité, jugement, tristesse. Et je lui demande, et t'as fait quoi? Moi, je me suis énervé, je lui ai crié dessus, pourquoi tu ne veux pas jouer avec moi? Ça, c'est la solution inefficace. Donc là, j'ai presque toute la structure. Il me manque à la rigueur l'attente, mais ça ne me servira pas grand-chose avec ma fille, comme ça ne me sert pas souvent non plus avec mes clients, très souvent. Ça serait et qu'est-ce que tu attendais qu'il se passe? Ou qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il se passe? Ou comment tu aurais voulu réagir, etc. Mais ça me permet d'avoir la structure de la problématique. Qu'est-ce que la personne se dit sur un contexte donné pour créer son problème et ses émotions qu'elle est en train de vivre? C'est en gros réalité, jugement, émotion. Et puis, il y a un temps pour tout ça. C'est ce temps-là. Et puis, parfois, ce temps, la personne qui est en train de réagir, elle ne réagit pas au présent. Elle réagit au présent teinté d'expériences passées que ça lui rappelle. Donc, des fois, on va faire un saut dans le temps pour aller voir, tiens, à quoi c'est lié ce truc-là. Mm. En thérapie, ça peut arriver, une personne me dit je ne comprends pas, quand je suis avec mon patron, je me tasse sur moi-même, je ne suis pas bien, je suis tendu, et puis il va froncer les sourcils. Et je vais lui dire, je vais froncer les sourcils en face de lui pour voir si c'est vraiment un critère. Et je vais lui parler un petit peu fort, s'il me dit que son patron lui parle un peu fort, pour essayer de recréer le contexte au présent. Je vais lui dire, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? La personne va se tasser sur elle-même. Je fais, OK, qu'est-ce que vous êtes en train de ressentir là? Bah, ça me fait comme avec mon patron. OK, prenez une bonne inspiration, fermez les yeux, laissez venir ce qui vient en lien avec ça. Allez voir comment vous avez appris ça. Okay. Et quand vous percevez quelque chose qui appartient à un autre moment, vous me dites, oui, je vois mon père, là c'est un exemple d'un client, je vois mon père, il est en train de rentrer. OK, j'ai peur. OK, pourquoi? Parce qu'il vient de claquer la porte, il a les sourcils froncés, il va m'en mettre plein la gueule. Voilà, la personne, elle réagit par rapport à la peur
le froncement de sourcil qu'elle voit chez son patron et le cri qu'elle voit chez son patron, la porte qui claque, Mm. lui rappelle quelque chose. Ça crée une sorte d'ancrage du passé. Ok. Et Donc dans en ce cas-là, il y recréant a le un autre contexte, temps de trajet. toi tu recrées le contexte, Voilà, je ça recrée le ramène contexte. l'émotion, tu Voilà, fais une régression grâce à cette émotion, c'est ça. et tu récupères. Je ramène l'émotion ou le jugement, parce que parfois la personne, Oui, elle n'a pas l'émotion. Elle a d'accord. simplement le jugement. Elle se dit, je suis nul. Et puis Ok. là, je vais la ramener à repenser. Il y a des gens autour de vous. Il y a tous ces yeux qui vous regardent. Fermez les yeux. Vous vous dites que vous êtes nul. Sentez ce que ça crée en vous. Et laissez venir ce qui vient. Et puis la personne se retrouve sur une estrade à l'école en train Mm. de raconter un poème et de plus y arriver. Et elle se fait pipi dessus. C'est un exemple d'un client, ça aussi. Et c'est le jugement qui va le ramener. C'est la colonne vertébrale, en fait, ce que j'appelle la colonne vertébrale, jugement, émotion. Ouais. Parce que la réalité, elle fait pas mal, en fait. La réalité, elle peut pas faire mal. C'est ce qu'on va se dire sur la réalité qui nous fait mal. Si j'ai perdu quelqu'un, c'est pas le fait de l'avoir perdu qui va me faire mal. C'est de me dire que je le verrai plus, que je veux le revoir. C'est mes attentes parfois. Je veux qu'il soit là, je veux le revoir, j'ai envie de le serrer dans mes bras, j'ai envie de tout ça. Et en me disant ça, c'est ça qui va me faire mal. C'est en y croyant encore que c'est possible, en n'acceptant pas que ce ne le soit plus, que je vais avoir mal. Ok. C'est C'est pour ça que dans l'histoire que tu me certaines racontes, cultures. quoi. Comment? C'est C'est l'histoire que l'histoire je que me tu me raconte. racontes sur le. Ouais, c'est ça. Ouais, t'allais dire, pardon, excuse-moi, dans certaines cultures. Dans certaines cultures, le deuil n'est pas vécu comme on le vit nous, par exemple. Ça ne veut pas dire que nous, on doit le vivre comme les autres. Pas du tout, hein. Il y a un temps pour tout, et puis notre culture, elle est très bien comme elle est. C'est juste que ça permet de comprendre qu'une réalité ne crée pas forcément c'est pas forcément la réalité qui va nous blesser. Mm. C'est les jugements et les émotions que ceci génère en nous qui vont créer la problématique souvent. Mm. Donc, ce que je vais chercher moi souvent, c'est la colonne vertébrale. Jugement, émotion. Mhm. Mais des fois, je pars sans l'émotion, des fois, je pars sans le jugement. Typiquement, dans une phobie, ça ne sert à rien d'aller chercher le jugement de type 1, parce que c'est une réaction purement automatique. Une vraie phobie, je parle, hein, une peur irraisonnée. Je ne parle pas de la phobie de l'avion, par exemple, parce que ce n'est pas une vraie phobie au sens, ce n'est pas une peur irraisonnée. Il y a personne qui voit un avion en disant mon Dieu, un avion. Je parle des peurs irraisonnées, des phobies à stimulus simple. Ouais. Voilà. L'araignée. Celles-là, elles sont purement automatiques. Mm. Si je dis à la personne, qu'est-ce que tu te dis sur l'araignée pour avoir autant peur, c'est même pas la peine que je lui demande. C'est même en amont de ça. La personne, des fois, ne saura pas répondre. Elle fait, non, non, mais arrêtez de m'en parler, arrêtez de m'en parler. Oui. Ok, il y a du dégoût. Si tu pouvais arrêter d'en parler d'ailleurs. Ah, d'accord, ok. Des koalas, tu vois, c'est quand elle a peur Les des koalas. koalas. Quand elle a une panique des koalas, tu peux lui demander qu'est-ce qui te fait peur dans les koalas. Elle ne saura pas forcément te dire. Donc là, je ne vais pas chercher le jugement type 1. Sur les TOC, souvent, je ne vais pas aller chercher l'émotion. Parce que lorsque l'émotion arrive, c'est souvent que la personne se libère, justement. Donc, ça viendra en hypnose. Donc, oui, j'ai une structure très simple qui me permet d'avoir un entretien simplifié pour ne pas passer 10 minutes. Enfin, 10 minutes, ça peut arriver quand même. Mais pour ne pas passer 40 minutes à faire un entretien qui ne sert à rien. Une fois que j'ai toute la structure du problème, Ouais. je m'arrête. Et une structure du problème, on l'a très, très vite, en fait. Si on sait ce qu'on va chercher, si on sait quelle case on est en train de remplir, quand et pourquoi, si on sait à quoi sert chaque question, on va remplir très vite la structure du problème. Le pire, c'est de ne pas savoir pourquoi on pose une question. C'est à quoi elle sert. Si par exemple, je ne sais pas à quoi sert la question de quoi tu as besoin pour, des fois, je vais la poser à des endroits où il ne faut pas. Mais si pas, je pense à une cliente qui me disait un jour, j'ai besoin de me reconnecter à mes 3 anges. Et bon, je pourrais travailler en symbolique directement, je pourrais arrêter l'entretien là. Mais j'avais envie de voir ce qu'il y avait derrière, en arrière-plan. Et du coup, j'ai creusé, ce qu'on appelle creuser les attentes. Et je lui dis, de quoi tu as besoin pour ça? Ah ben, j'ai besoin qu'ils aient confiance en moi. Et de quoi ils ont besoin, eux, pour avoir confiance en toi? Que j'ai confiance en moi. Et de quoi tu as besoin pour avoir confiance en toi, à ton avis? Déjà, d'arrêter de me faire marcher dessus. Et qu'est-ce qui fait que tu te fais marcher dessus? Parce que je dis toujours oui à tout. Et là, je résume, je remonte. Là, j'ai descendu, tu vois, j'ai ramené l'objectif sur Terre. C'est ce à quoi sert, de quoi tu as besoin. Ça permet de décomposer, d'aller chercher le petit truc qui va faire la boule de neige. C'est à ça que sert cette question. Et là, je lui dis, si vous arrivez à dire non plus facilement, du coup, vous vous sentirez plus comme une serpillière et vous aurez l'impression vous aurez plus confiance en vous. Et du coup, comme vous aurez plus confiance en vous, vos anges auront plus confiance en vous. C'est ça. Et vous pourrez reconnecter à eux. Ah oui, c'est exactement ça. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Voilà de quoi tu as besoin
permet de savoir par quoi va passer le changement pour aller à celui qui est le final. Donc, cette question a un but. De la même façon, quand je dis « qu'est-ce qui te fait dire que… » Eh ben ça va chercher le contexte qui permet de créer le jugement. Mon père est violent. Qu'est-ce qui te fait dire que ton père est violent? Ah bah parce qu'il me frappe. Ou alors parce qu'il m'empêche de jouer à la PlayStation. C'est deux contextes complètement différents. Et d'avoir le contexte peut aider à savoir si je vais vers une réinterprétation ou si je vais vers une désensibilisation. Ça va me permettre aussi de choisir les leviers. Si je vais vers une négociation, si je vais vers… etc. C'est le contexte, jugement, émotion, attente, solution inefficace. C'est la structure trajet. Et le temps aussi, parce qu'il y a plusieurs temps. C'est T-R-A-J-E-T-S. Ça me permet d'avoir toutes les informations qui concernent un problème. Et ça peut aller, tu peux les avoir en 5 minutes. Parfois même en 15 secondes, le client te donne tout. J'avais une cliente qui à un moment me dit j'arrive pas à avancer dans ma vie. On entend bien la peur. Et en même temps, elle me met ses deux mains devant et elle me montre quelque chose devant. Elle me dit j'arrive pas à avancer dans ma vie. Et je lui dis c'est quoi ça que vous montrez avec vos mains? Et puis là, je la vois reculer et se reculer et dire non, mais je veux pas en parler, j'en ai trop peur. Bah, c'est bon, j'ai tout. J'ai un contexte au présent où j'ai tout. Devant elle, il y a ce qui l'empêche d'avancer. Il y a la fuite parce qu'elle recule. Je sais sa solution inefficace. Il y a l'émotion, c'est la peur, panique. Il y a même une méthode parce qu'elle me donne quelque chose devant elle avec ses deux mains qui sont devant. Bah voilà, j'ai tout pour travailler là. C'est passé 15 secondes et j'ai pas besoin d'autre chose parce que j'ai rempli contexte, c'est le truc qui est devant, qui génère jugement. Alors le jugement, je ne l'ai pas, mais elle l'a par contre, c'est sûr. Elle me dit c'est trop affreux, des trucs comme ça. Bon, c'est des jugements un peu de surface, mais c'est quand même des jugements. Et puis j'ai l'émotion, j'ai la solution inefficace, j'ai tout en fait. Sauf que c'est tout donné dans le non-verbal à ce moment-là quasiment. Mais je peux travailler. Donc, cette structure, elle me sert à ne pas faire des entretiens de 2 heures, comme je faisais avant. Des fois, tu as des trajets en couche d'oignon, c'est-à-dire qu'à une première séance, tu as vu un truc, et puis tu l'as un peu déconstruit, on va dire, la personne l'a un peu déconstruit, et tu arrives à rentrer dans d'autres choses après. Exactement. Ouais. Bah ouais, c'est ça le temps du changement aussi. C'est des fois, on travaille sur ce que la personne nous donne. Moi, par exemple, si la personne me donne un trajet et qu'on en trouve un autre derrière, je ne vais pas forcément, même si l'autre me paraît plus pertinent, ce n'est pas moi qui vais choisir. Okay. C'est le client. Je vais dire, voilà, on a parlé de ça, de votre patron quand vous fermiez la porte, quand il fermait la porte et qu'il vous regardait en vous criant dessus, que vous ne vous sentiez pas bien, etc. Et puis, vous m'avez parlé de votre père. À votre avis, qu'est-ce qui vous semble le plus pertinent de travailler pour changer ce qui vous a amené aujourd'hui en séance? Puis là, si la personne me dit, bah, il faudrait travailler sur mon père, mais je ne veux pas, là, j'ai trop peur, je préfère qu'on travaille… Et puis là, je vais lui poser une deuxième question. Est-ce que vous pensez que vous pouvez changer sans aborder cette deuxième partie? Oui, je pense, enfin, j'en suis pas sûr, mais je préfère qu'on vérifie comme ça. Et là, je vais travailler sur ce qu'elle m'a autorisé à travailler, parce que là, il y a de l'engagement, là, elle est OK pour y aller, là, c'est pertinent, même si peut-être qu'il faudra quand même travailler sur ça, et ça viendra peut-être à la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième séance. Je vais suivre le fil de l'adhésion. À quel endroit mon client adhère pour travailler? Je ne vais pas le forcer à travailler à un endroit. Je vais attendre son autorisation, son engagement. Parce que sinon, je prends un risque. Je deviens presque responsable. Imaginons que je travaille sur son père. Et puis qu'à un moment donné, il y a la mère qui intervient dans ce souvenir, elle n'agit pas et il lui en veut. Du coup, il revient me voir la séance suivante et il me dit oui, mais la dernière fois, on a travaillé sur ça. Moi, je n'avais pas prévu de travailler sur ça. Je pensais qu'on allait travailler sur mon patron. Et depuis, j'ai une colère vis-à-vis de ma mère qui s'arrête pas. Je ne comprends pas ce qu'on a fait. Et maintenant, je me suis engueulé avec ma mère. Je ne la vois plus. Je ne me sens pas bien. Ouais, mais qui est responsable? C'est moi qui l'ai forcé à travailler là-bas. Il ne voulait pas, lui. Il ne m'a jamais donné d'autorisation. C'est qui est responsable? C'est moi. Je veux que mon client s'engage, je veux qu'il me donne les autorisations, je veux qu'il soit OK avec le travail qu'on fait. À forcer quelqu'un, on prend un risque. Ça ne veut pas dire que je ne le fais jamais, parce que je ne m'interdis rien. Mais si je le fais, je sais qu'il y a un risque. Je sais qu'il y a un risque. Ça m'arrive de le faire et je sais qu'il y a un risque. Il y avait une dame qui était venue pour arrêter de fumer et en fait, il y avait un deuil derrière de son grand-père. J'en parle dans le livre Hypnose et levier de changement d'ailleurs, je crois. J'ai travaillé sur le deuil de manière indirecte. Et puis quand elle l'a touché du doigt, elle me dit « ça me rappelle un truc avec mon grand-père ». Vous voulez y aller? Vous voulez travailler là-dessus?
C'est-à-dire qu'en indirect, j'avais fait jaillir ça. Mm. Et à un moment donné, elle me dit, oui, là, il faut qu'on y aille parce que je suis trop triste vis-à-vis du fait qu'il soit parti. Et chaque fois qu'elle fumait pas, elle sentait de la tristesse. Donc, c'était bien qu'il y avait un signe de quelque chose. Mais c'est elle qui m'a donné l'autorisation. Moi, je l'ai guidée pour lui faire sentir ça. Ensuite, elle m'a dit, oui, je veux y aller, mais ça avait déjà commencé, en fait, depuis un petit moment. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Je cherche l'engagement du client, à la fois dans l'induction aussi, mais encore plus thérapeutiquement. Je veux que le client soit OK. Alors, qu'il sache où il va, pourquoi il y va. S'il fuit, qu'il sache qu'il fuit. Si par exemple, des gens ils me disent non, non, je ne veux pas y aller. Est-ce que vous pensez pouvoir changer sans faire ça? Non, je ne crois pas, mais quand même, je ne veux pas y aller. OK. Elle sait qu'elle fuit. Elle sait que ça ne réglera pas le problème, mais elle veut commencer à travailler sur le truc de manière light. Et bien, on commence là. Et puis parfois, elle va toucher une symbolique qui lui permet de changer le profond et on n'aura pas besoin de toucher le profond. Et elle aura eu raison, en fait. On sera passé sur le light et ça aura quand même changé. Parce que, au fond, inconsciemment, et c'est le but de l'hypnose aussi, inconsciemment, automatiquement, à travers la métaphore qu'elle aura trouvée en face d'elle, elle va toucher le truc profond sans le savoir vraiment. Je suis clair là ou pas? Parce que c'est Hyper clair. Hyper clair. Ok, cool. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu fais reprendre aussi la responsabilité qu'on a en tant qu'accompagnant. Parce que souvent, on est dans le oui, mais voilà, il a pas voulu changer, ou bah, ça s'est pas bien passé, mais c'est lui, c'est sa responsabilité, il a voulu aller là-dedans, alors que c'est des fois nous qui forçons le truc, quoi. Ouais, mais ça, c'est des conneries, hein. Il n'a pas voulu changer. Et j'écoutais l'autre fois ton autre podcast avec, j'arrive jamais à dire son nom, mais Albert Mouquet-Vert. Albert Mouquet-Vert, voilà. Et je suis d'accord avec lui. La personne, elle vient en séance. Après, c'est à nous de l'aider à s'engager. Parce que parfois, c'est vrai, il y en a qui vont être en recul, mais c'est notre job. Il y a des gens qui vont vous dire, moi, je me rappelle d'un client qui me disait, allez-y, faites-moi vos conneries, là, que j'arrête de fumer. À un moment, c'est mon job de créer le contexte qui va permettre que le mec s'implique. Mais ça ne veut pas dire que ça ne le gêne pas dans sa vie, s'il est là. Et même si une personne, elle vient en disant oui, c'est ma mère qui m'envoie, mais moi, j'ai rien à foutre là, bah ouais, mais il a quand même un problème. Il va falloir trouver le problème qu'il a. Le problème qu'il a, c'est peut-être de venir chaque fois en séance au lieu de jouer à la PlayStation chez lui tranquille. C'est peut-être que sa mère le renvoie toujours dans des séances avec des psychologues, des psychothérapeutes, etc. Et en touchant ce truc-là, comment on fait pour que tu ne reviennes plus jamais, que tu n'ailles plus jamais chez personne d'autre, qu'on va régler son vrai problème, le problème qui est en arrière-plan, celui qui est de toujours être chez un psychologue, celui qui est quand même problématique pour lui, parce qu'il ne veut pas être là. S'il ne veut pas être là est un problème. Donc, l'idée, c'est d'aller voir qu'est-ce que le client veut vraiment travailler. Mais s'il est là, ce n'est pas pour rien. Jamais. Par contre, il peut ne pas être prêt, c'est vrai, ça arrive. Mais ça va être nous de l'aider à se préparer. Par exemple, il y en a qui n'ont pas passé le seuil de souffrance nécessaire pour se dire vraiment, allez, j'y vais, je change. Ça arrive. Mais dans ce cas-là, on peut éventuellement aider s'il y a de l'engagement. Ce que j'aime bien dans ta technique, c'est que tu sais où tu vas, en fait. Et je trouve qu'on sait... Enfin, moi, en coaching, on avait pareil, on avait une fiche un peu de... Enfin, une grille de lecture pour savoir un peu où on allait, qu'on utilisait plus les niveaux logiques, mais voilà. Et souvent, dans les séances d'hypnose, je vois des gens, moi, qui savent pas où ils vont. Ils prennent un protocole, mais ils savent pas pourquoi ils font ça. C'est, bon, bah, on a dit qu'on faisait du deuil, donc on va aller couper des liens. Mais t'en sais rien de la personne où elle en est, et si elle a besoin de ça ou pas, ou voilà. Oui, exactement. Et puis en plus, peut-être que dans un protocole, parfois, il va y avoir 4 méthodes qui sont activées. Ouais. Imaginons que les 3 premières ne parlent pas au client. Dans quel état d'esprit il se trouve à la 4e? Il y a des chances qu'ils ne nous suivent plus du tout. C'est l'inconvénient du protocole. Je ne dis pas que les protocoles ne sont pas bons, hein. Ils peuvent être très intéressants pour commencer une pratique. Et ils vont nous aider justement à adapter un protocole à un client. C'est-à-dire à comprendre comment on peut faire à aider la personne à adhérer à quelque chose. Mais à un moment donné, le mieux, c'est pour ne pas forcer, c'est de ne pas avoir besoin de faire adhérer l'autre à notre protocole. C'est de faire en sorte que de prendre que la partie qui est intéressante. C'est de décomposer pour n'avoir que des méthodes très basiques et unitaires qui permettent de construire le protocole du client qui est adapté vraiment à sa demande. Et ce que tu dis est important. Des fois, on me dit, mais comment on fait pour avoir un bon leading? Pour avoir un bon leading, il faut savoir où tu vas. Parce que si tu sais où tu vas, tu sais quand le client n'y va pas. Donc, tu peux corriger. Si tu poses une question et que tu ne sais pas ce que tu attends comme type de réponse, comme type structurel de réponse, j'attends un jugement, j'attends une émotion, alors la personne peut te balader pendant des heures.
Typiquement, une personne qui me dit, j'ai peur de parler en public. Si je lui dis, parce que si tu parles en public, alors qu'est-ce que tu risques? Je cherche un jugement. Mm. S'il me répond d'être en panique, il vient de me répondre une émotion. Je sais que je n'ai pas eu ce que je veux, donc je vais lui la reposer. Parce que qu'est-ce qui va te paniquer si tu es en public? Bah, que les gens me jugent et me trouvent nul. Ok, je viens d'avoir un jugement. Alors que si je ne sais pas que je cherche un jugement, si je pose cette question au pifomètre, que je n'ai pas de structure qui me permet de chercher, bah, la personne peut me faire tourner en bourrique pendant des heures en me donnant que des émotions à moudre. Et du coup, je n'aurai jamais comment elle fait pour avoir cette émotion. Tu vois le truc? Ouais, carrément. Ouais, le coup de la bourrique, je pense qu'on l'a tous vécu. Ah ouais, ouais. Et puis je le vis encore, hein. Malgré Oui. le fait que j'ai une structure, des fois, il y a des gens qui sont doués pour nous faire tourner en bourrique, sans le vouloir pour autant, hein. Mhm. Des fois, et si on n'a pas de structure, bah, on va tourner très longtemps. Mm. Parce qu'on a besoin de savoir ce qu'on cherche pour bien l'idée. On ne peut pas l'idée correctement si on ne sait pas ce qu'on cherche. Ouais. Et c'est ça qui va nous aider. Mm. Ouais, je pense que le lead, c'est vraiment très important dans le. On peut pas se dire, bah, c'est l'autre qui lead, ou alors on lui laisse le lead volontairement. Voilà, c'est ça. Mais Tu peux décider c'est ça. de laisser le lead à l'autre. Mais c'est un lead quand même. Oui, bah oui, vu que c'est moi qui l'ai C'est voulu. Et- c'est par exemple, moi, il y a des praticiens, des fois que je fais hurler, hein, je leur dis, mais si la personne vous dit, je veux que vous contrôliez quelque chose dans mon esprit pour que je change, vous faites quoi? Et les clients me disent, ils recadrent. Moi, Mm. j'aime pas trop recadrer. Donc je leur dis, non, moi, je recadre pas. Je leur dis, OK. Et puis je vais dire, maintenant, je vais prendre le contrôle sur vous. Et je vais l'amener en état d'hypnose avec cette idée, je vais prendre le Mm. contrôle sur vous. Et puis quand j'ai le contrôle, entre guillemets, bien sûr, parce que je sais que ce n'est pas exactement ça le cas, je vais lui dire, maintenant que j'ai le contrôle sur vous, vous allez suivre, parce que vous n'avez plus le choix, la suggestion que je vais vous donner. La personne, du coup, ça stresse un peu. Je dis, à partir de maintenant, tout le contrôle que j'avais sur vous, vous allez le reprendre. Et plus cette main approche vers votre visage, et plus vous allez prendre un contrôle sur vous. Vous ne savez pas exactement comment vous allez le prendre. Et vous allez sentir qu'à un moment donné, si vous voulez lâcher les émotions, quand votre main touchera le visage, vous lâcherez les émotions, parce que ce sera votre choix. Si vous voulez blablabla, c'est vous qui allez reprendre le contrôle, parce que je vous le demande, et c'est un ordre, et je vous le suggère. Et maintenant, vous n'avez pas le choix, comme pour les autres choses, quand vos paupières ne s'ouvraient pas, comme quand vos pieds étaient collés au sol. Mm. C'est quelque chose dont vous n'avez pas le choix. Mais la personne, elle reprend le contrôle du coup. Je lui redonne. Ouais. C'est-à-dire que s'il faut le prendre, si ça fait partie de sa croyance, pour qu'elle le reprenne après, pourquoi pas? Mm. Mais je sais où je vais. Je sais qu'à un moment donné, justement, je me servirai de cette croyance pour l'utiliser, ce qu'on appelle l'utilisationnel. J'utiliserai ça pour lui et pour sa compétence, pour son autonomie. Et je trouve que là, pour le peu, c'est un vrai recadrage pour moi. Et Ouais, pas c'en est comme un. pas comme les recadrages qu'on entend souvent qui, moi, qui me hérissent, en fait, parce que je les trouve ou violents, ou malvenus, ou pas au bon moment, enfin, et puis mal fait, quoi. Que là, avec l'utilisationnel, ça va recadrer sa façon de voir le truc, mais sans vouloir recadrer, quoi. Le recadrage doit être un contexte expérientiel. Ça doit Mm. être une expérience. Tu vis quelque chose et le Ouais. fait de vivre cette chose-là te permet de comprendre quelque chose autrement. Toute séance est un recadrage au fond. Mais ça va être parfois un recadrage émotionnel, parfois ça va être un auto-recadrage. Et le mieux, c'est d'amener le client à s'auto-recadrer à un moment donné. Je suis tellement d'accord. Lui donner un contexte qui permet un auto-recadrage. Mais si on fait vraiment un recadrage, il faut qu'il soit expérientiel, il faut que ce soit une expérience. Une expérience marque une phrase comme ça, balancée cognitivement. Par exemple, je donne souvent cet exemple, mais est-ce que tu as la liberté de ne pas être libre? La personne elle va faire non, c'est vrai, je ne me suis jamais posé cette question, c'est vrai, en fait, je ne suis pas libre. Puis 5 minutes plus tard, elle va nous redire je ne suis pas libre, parce que c'est cognitif, ça ne sert à rien. C'est presque, on a l'impression de se prendre une leçon. Mm. Alors que si la personne, elle se sent entravée un moment pendant la séance, qu'elle ne peut plus bouger les jambes, et qu'elle ne peut vraiment plus, ou qu'elle ne peut plus ouvrir les paupières, et qu'à un moment, elle se sent libre, malgré ça, alors elle a découvert la liberté de ne pas l'être. Mais elle l'aura découvert d'une manière expérientielle. Et on ne lui aura même pas dit qu'elle est en train de le découvrir. Je ne vais pas lui dire, maintenant, vous remarquez que vous êtes libre de ne pas l'être? Et Ça tu ne sert à vois? rien. Ça ne sert à rien de donner la chute. Oui. Surtout pas même. Parce que ça voudrait dire, tiens, tu as vu, je t'ai donné une leçon. Mais ça, c'est de l'ego. C'est de l'ego du praticien. Le but, au contraire, c'est que la personne, elle découvre par elle-même, par l'expérience, quelque chose qui est en train de changer. Et qu'elle se fasse, elle va ressortir, elle va se dire, putain, mais à un moment, j'étais en panique. Comment elle est partie, cette panique? J'étais pas libre et pourtant je me sentais bien. Bah là, elle est en train de s'auto-recadrer Mm. elle-même.
elle est en train de découvrir une compétence qui est extrêmement forte et qui, lorsque la prochaine crise d'angoisse pointera le bout de son nez, la personne va peut-être se poser et se dire, en fait, je sais faire. Et la crise d'angoisse sera la dernière, elle va tomber et c'est terminé. Et pour ça, on lui aurait donné un contexte. Par exemple, les paupières qui ne peuvent plus s'ouvrir. Et la personne qui rejoint sa panique à ce moment-là, je pense à une personne qui était claustrophobe à un moment donné, elle me dit, elle avait fait plein de séances d'hypnose, et elle me dit, mais moi, je peux pas, j'arrive pas à changer en hypnose. Je fais, bah, c'est courageux de revenir en hypnose déjà. Merci à vous de me faire confiance. Je dis, mais qu'est-ce qu'il vous faut pour que ça change? Et à chaque fois, on en parle, mais je le sens pas. C'est-à-dire, bah, j'ai besoin de sentir ma peur pour savoir que je travaille dessus. Ok, d'accord. Et du coup, à l'époque, j'étais dans un cabinet en centre-ville à Nice où je pouvais fermer les volets et puis mettre une barre de fer qui ferme les volets. Et puis, je ferme la porte et je la ferme. Elle me dit, non, mais là, je sais que je peux ouvrir. Au pire, je vous taperai et je prendrai vos clés. D'accord. Et du coup, je me dis, tiens, je vais l'emmener en état d'hypnose et je vais lui faire une catalepsie oculaire. Une catalepsie des paupières, pardon. Je me confonds toujours. Une catalepsie des paupières. Et une fois elle a la catalepsie des paupières, je lui fais, et sentez que vous ne pouvez pas ouvrir les paupières. Elle me fait, ouais, c'est drôle ce truc-là. Et là, je lui dis, et sentez que vous êtes enfermé derrière vos paupières. Oh. Et là, c'est monté d'un coup, l'émotion est montée d'un Ouais. coup. Alors, je ne recommande pas de faire ça, hein, parce qu'il faut être prêt à ce qui va se passer derrière. Mais c'était le but, c'est ce qu'elle voulait connecter à son émotion. Et là, je lui dis, vous sentez votre émotion là? Je fais, oui, je veux que mes paupières s'ouvrent, je veux que mes paupières s'ouvrent. Vous le voulez vraiment? Tout comme d'habitude, vous voulez que votre porte s'ouvre? Elle me fait, non, en fait, je veux gérer cette émotion. Je fais, ok, d'accord. Et on a commencé à gérer l'émotion. Et ça a été extrêmement productif. Parce qu'elle avait un contexte hypnotique dans lequel elle était, bon, qui était désagréable, mais c'était sa façon de voir le changement. Donc, je lui donne ce qu'elle veut. Et à ce moment-là, elle peut changer. À un moment donné, elle avait les paupières verrouillées et elle retrouvait le fait que ce soit marrant d'être enfermée avec le jugement. Je suis enfermée derrière mes paupières. À la fin, c'était ça. Elle dit, mais c'est dingue, comment c'est possible que mes paupières ne puissent pas s'ouvrir? Alors qu'au départ, c'était panique à bas. C'est chouette. Donc, c'est le contexte qui l'amène à s'auto-recadrer. Ouais. Ok. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on y est. Ouais. On pourrait reparler pendant 3 heures. Oh oui, c'est sûr. Alors moi, c'est un truc que je demande beaucoup. C'est parce que j'avais commencé l'idée du podcast comme ça. En fait, je voulais connaître les échecs de ceux qui nous parlent de leur réussite. Ouais. Parce Des que échecs, ouais. j'en ai même plus que de réussite. Moi, je veux le plus gros échec. Le plus gros échec, j'en parle dans le levier. C'est un jour, j'étais dans une séance et ça faisait une quarantaine de minutes que j'étais en train de faire un entretien sans savoir vraiment où j'allais parce que je n'avais pas de structure à l'époque. Et puis la personne se retourne vers moi, elle me regarde et me fait mais Monsieur Véro, vous savez, j'ai déjà un psychologue. J'ai fait, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle me dit, bah, vous êtes en train de me poser les questions que me pose mon psychologue. Si j'avais voulu venir voir un psychologue, je serais allé voir mon psychologue, pas vous. Et moi, je suis venu pour faire de l'hypnose. Donc, vos questions, là, j'en ai rien à secouer, quoi. Moi, je suis venu pour faire de l'hypnose. Pourquoi vous ne me faites pas d'hypnose? Et là, j'avais envie de pleurer devant elle. Je ne l'ai pas fait. Mais ce jour-là, j'aurais dû la payer. C'est elle qui m'a fait une séance. Elle m'a fait prendre conscience que j'avais perdu tout l'attrait vis-à-vis de l'induction. Donc, je la repoussais tout le temps. Donc, je tournais en rond dans mon entretien. Ça a été un moment extrêmement dur. Je suis rentré chez moi, j'ai pleuré. C'est ma femme qui m'a récupéré. Ma femme avec qui tu as fait un podcast à un moment donné. Ma femme qui m'a récupéré, elle me dit, mais arrête si tu ne te sens pas bien. Je dis, oui, mais j'aimais l'hypnose. Elle fait, bah, reviens à ce que tu faisais avant alors. Oui, mais je ne sais pas si j'y arrive. Bah, alors, démerde-toi. Merci, Aurélie. Mais j'étais pas bien. Ouais. J'étais vraiment pas bien ce jour-là. Ça a été la pire séance que j'ai vécue, je pense. Mais j'en ai vécu plein d'autres, plein de moments où, à un moment donné, je faisais une lévitation de main, ça prenait pas. Une dame me dit, une dame aussi qui m'a fait rire, elle me fait, mais pourquoi vous voulez que maman elle se lève, bon Dieu? C'est vrai, ça. Bon, là, c'était pas une panique parce que j'avais déjà beaucoup plus de bagages. Je lui ai dit, c'est vrai ça, c'est très con ce que je vous demande. J'ai accepté tout de suite. Mais ça m'aurait complètement démobilisé. Des échecs thérapeutiques, par exemple, j'en ai pas mal. J'ai 60% de gens qui obtiennent vraiment ce qu'ils sont venus chercher. Ça veut dire que j'en ai 40% qui vont être mitigés, voire qui ne vont pas du tout obtenir. Donc, des échecs, j'en ai encore plein. Mais c'est normal, ça fait partie de notre métier. À un moment donné, il y a des gens que j'ai vus, il ne se passe rien du tout.
et ils vont voir un collègue, je les envoie chez un collègue parce que je me rends compte que bon, je fais sûrement partie du problème, et ils changent en 2 séances. Mm. C'est pas grave, je ne peux pas aider tout le monde et c'est OK. Euh, donc, des échecs, ouais, j'en ai plein à raconter en fait. C'est vrai qu'on parle souvent de nos moments qui sont cool, mais par exemple, en formation, j'en ai toujours un. Et je fais toujours en sorte d'en avoir un, je ne choisis jamais mes sujets. La dernière formation, par exemple, il y a un moment, je passe 15 minutes à induire un état hypnotique pour aller vers une hallucination, il ne se passe rien. Et je ne l'ai jamais obtenu, hein. Mais ça montre aux praticiens comment on fait avec ça. Mm. Moi, je ne veux pas prendre une personne qui, je sais, est un bon sujet et puis le prendre à chaque fois dans les démos. Je leur montre les échecs. Parce que l'hypnose rapide, c'est aussi des fois, bah, c'est pas rapide. Tu vas pour faire une induction rapide et puis parfois, ça va prendre 10 minutes. Et parfois, tu ne l'obtiendras pas et parfois, il faudra apprendre à la personne. Donc, ça fait partie de notre métier. Les gens doivent le voir en formation. Je suis d'accord. Et moi, j'en ai toujours. En formation, j'en ai toujours. Et j'en fais quelque chose, par contre. J'en fais quelque chose après. C'est-à-dire que ça ne marche pas. Il y a 3 effets qui ne marchent pas, puis le 4e va marcher. Et c'est OK. Euh, et voilà. Mais parce que je ne lâche pas. Je ne lâche pas parce qu'un échec, c'est juste. Ça m'informe juste sur la personne. Tiens, ça ne marche pas de cette façon avec cette personne. Ouais, testons autrement. Explorons autrement. Ouais, c'est chouette. Et des manques de légitimité? Comment? Et des manques de légitimité? Des manques de légitimité. Euh, En fait, le manque de légitimité, je pense, il vient de ce à quoi on se dit, ce pourquoi on se dit qu'on doit être légitime. C'est-à-dire que si je me dis, est-ce que je suis légitime pour aider quelqu'un à changer? Euh, pour certains cas, je vais me poser la question. Maintenant, si je me dis, est-ce que je suis légitime pour explorer avec l'autre comment il peut faire? Je le fais avec mes amis. Pourquoi je serais illégitime? Quand on ne se sent pas légitime, c'est se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de viser trop haut et trop fort? Souvent, l'illégitimité, elle vient de se poser, de se parler de son métier comme on ne devrait pas s'en parler. Mm. Alors, par contre, il y a des questions vraiment à se poser. Par exemple, quelqu'un qui prendrait en charge un schizophrène alors qu'il vient de commencer l'hypnose et qu'il a fait 15 jours d'hypnose, ouais, c'est peut-être normal qu'il ne se sente pas légitime. Euh, Parce que la façon dont il est en train de se parler de l'accompagnement de cette personne lui montre bien qu'il y a des émotions qui montent à l'intérieur de lui, et là, c'est un signal. Mm. Donc, illégitime, c'est voir si, en fait, lorsqu'on se sent illégitime, c'est voir si on vise pas trop haut, je pense. Si on vise pas trop haut et trop fort. Mm. Parce qu'il y a des fois où c'est normal qu'on se sente illégitime. Peut-être qu'au début d'une pratique, c'est bien de travailler sur le tabac, sur une légère anxiété, sur du stress, et puis petit à petit, on peut monter en compétences. Euh, et puis voir ce qui vient après. Par exemple, peut-être qu'on travaille sur un stress, on tombe sur un trauma, et puis on va le passer à un collègue en disant, voilà, moi, vous savez, je débute. C'est aussi accepter que bah, on n'a pas encore le niveau pour. Mm. Et dire, voilà, moi, vous savez, je débute, là, on est tombé sur quelque chose d'assez gros que moi, personnellement, je ne sais pas gérer, et je vais vous envoyer vers un collègue. Et dans ce cas-là, l'illégitimité tombe tout de suite. Mm. Est-ce que ça vient pas aussi du fait que on a des manques quand même énormes en formation, en hypnose? De toute façon, en formation, oui, on a des manques, clairement. Il y a des manques. Et la formation, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui nous dit, bah voilà, je me suis formé, c'est bon, je suis apte. Mm. C'est pas ça. La formation, c'est mettre le pied à l'étrier. C'est en gros, la formation, elle est là pour nous faire gagner du temps. Elle nous fait gagner du temps en nous expliquant certaines choses qu'on aurait mis du temps à découvrir dans les livres, dans les vidéos, dans tout ça. Mais en aucun cas, c'est la fin de quelque chose. C'est pas j'ai mon certificat en poche et yeah, les mecs, allez, vas-y, venez, les schizophrènes et les paranoïaques, je suis prêt. Non, c'est pas ça. C'est voilà, cette formation m'a fait gagner du temps, mais elle ne me légitime pas pour autant. Mm. Une formation, qu'elle dure 15 jours, qu'elle dure 3 mois, qu'elle dure 5 mois, elle ne légitime pas pour autant. Ouais. Il va y avoir un travail qui continue. L'hypnose, je pense que c'est un travail de toute une vie. Mm. On travaille tout le temps. Je pose souvent cette question, c'est quoi la différence entre un bon praticien et un praticien? Le bon praticien, il est prêt à faire ce que le praticien ne sera pas prêt à faire.
Et le travail en fait partie. Et se poser la question de à quel endroit je suis légitime et à quel endroit je ne le suis pas, et le définir, ça en fait partie. Plutôt que de se dire non, je ne suis pas légitime pour rien, pour tout, ça va. On peut être légitime. En sortant d'une formation d'hypnose, même courte, on peut être légitime pour certaines choses. Mais j'allais dire un truc un peu vulgaire, mais je vais le reformuler. Si on vise trop haut, c'est normal qu'on se sente illégitime. Ok, donc à écouter. Hein? À écouter le manque de légitimité, parfois, il faut s'écouter. Ouais, à écouter. Oui, en effet, je ne le suis puis, pas. ouais, c'est ça. Et continuer À à être apprendre. curieux d'autres pratiques. Par exemple, tu parlais du coaching. Moi, je suis formé en coaching aussi. Et c'est intéressant pour le cadre notamment, parce qu'en coaching, il y a un vrai cadre de permission et d'obligation qui est super intéressant. Moi, que j'ai amené en hypnose d'une manière un peu plus douce, mais qui est quand même présente en hypnose. Et d'aller voir aussi du côté, je sais pas moi, de comment bosse Byron Katie, comment bossait Virginia Satir, d'être curieux en fait, d'aller explorer d'autres bords et de voir ce que ça nous apprend. Je dis souvent aux gens de lire Irving Yalom pour le rapport, l'art de la thérapie, les 40 premiers points, parce que c'est primordial. Donc c'est garder cette curiosité, c'est pas fini. Tu as fait une formation. Ça te légitime pas. Ouais. C'est un démarrage, c'est hop, c'est un truc de plus. T'avances, mais t'as pas fini d'avancer. Et en même temps, c'est ce que je dis à mes stagiaires, c'est faut pas trouver ça comme une excuse parce que je sais pas assez de choses pour pas commencer. Oui, c'est ça. En gros, donnez-vous un cadre. Ouais. C'est créer son cadre vraiment. Il y a le cadre exploratoire dont j'ai parlé tout à l'heure, et si je devais donner un conseil à un praticien, ce serait de poser ça. Mais c'est aussi de définir son cadre thérapeutique. Qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je ne prends pas? En quoi je suis légitime et en quoi je ne le suis pas? C'est définir ses frontières, mais ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là. C'est petit à petit, les frontières vont augmenter. Et parfois, peut-être qu'on ira travailler en psychopathologie, peut-être on ira faire une formation en psychopathologie. J'estime pas ça extrêmement nécessaire forcément de faire toute une formation. Par contre, d'avoir la manière de repérer les gens qui ne font pas partie de notre cadre, oui. Mais se prendre toutes les croyances des courants psychanalytiques qu'il peut y avoir derrière parfois, c'est pas forcément intéressant. Mais savoir repérer pour dire, hop là, oula, non, là, pas pour moi. Parce qu'un paranoïaque, il ne va pas forcément rentrer en séance en disant je vous préviens, je suis paranoïaque. Je suis sous médoc, tout va bien. Voilà, c'est ça. Il y en a qui ne nous le diront pas. Savoir les repérer et se dire ok, on stoppe ça. Non, moi, je ne suis pas apte à vous accompagner. C'est important. Mais voilà, c'est définir son cadre. Et à l'intérieur d'un cadre défini, alors on peut installer la légitimité qui va bien avec. On peut installer la confiance qui va bien avec. Quand un cadre n'est pas défini, compliqué. Très, très compliqué parce qu'on ne sait pas où on va. Toujours pareil, on en revient à une histoire de lead. Si je ne sais pas où je vais, alors je suis perdu. Je ne peux pas mettre la confiance qui va au fait d'aller vers cet endroit. Je ne peux pas mettre la légitimité qui va avec le fait d'aller à cet endroit et ainsi de suite. Ok. Cool, merci. Est-ce que tu aurais un livre, un seul? Ça a été l'horreur pour Philippe. Hein. Ouais, un seul à conseiller à des débutants. Alors, j'ai déjà entendu Irving Yalom, l'art de la thérapie. Ouais. Il compte celui-là ou pas? Oui, je le mettrai dans les sources que tu as citées. D'accord, donc il faut que j'en donne un autre. Oui, c'est ça. Sur quel domaine? Sur l'hypnose, sur l'induction, sur le travail thérapeutique Celle-là, on ne l'a pas fait. Moi, je questionne quand je suis bloqué. C'est bien. Sur le travail thérapeutique. Sur le travail thérapeutique. Un seul sur le travail thérapeutique. C'est compliqué, hein? Un seul sur le travail thérapeutique. J'ai ma bibliothèque pas loin, là. Je regarde. Mais pour des débutants en plus. C'est mieux. Ouais. Bon, après, il y a plein de gens qui ne sont pas débutants qui écoutent. Hein. Je me suis rendu compte. Si tu veux, tu peux donner des strates. Tu peux pour non débutants et pour débutants. Tu en as droit à 2 livres. Pour non débutants, je dirais les Collected Papers, clairement.
les collectifs prepper. Et sur le travail thérapeutique, je crois que c'est le tome 4, je ne suis pas sûr. Peut-être que c'est l'exploration. Enfin, il y en a un qui est sur vraiment la thérapie en elle-même. Il y a le premier est sur l'induction, c'est sûr. Et ensuite, il y en a un qui est sur l'exploration, d'autres sur la thérapie. Donc, le collectif Pepper qui est sur la thérapie. Pour les débutants, pour les vraiment débutants, je dirais Monstres et baguettes magiques. Ok. Monster and Magical Stick. De Steven Heller, je crois. De Steve Heller. Ok. Je connais pas, je vais me le prendre. Ouais, Monstre et baguette magique. Il est très très simple, du coup, pour quelqu'un qui commence. Bon, dedans, il y a quelques croyances un petit peu fausses qui ont été remises en cause depuis longtemps, comme les systèmes d'accès oculaire, la synchro et tout ça. Mais il y a un petit côté thérapeutique qui est intéressant. Bah tiens, si j'en avais un à choisir pour les avancer, c'est un autre qui me revient. C'est pas les Collected Papers. Plus simple. Ok. Mais qui, pour les avancer, sera plus intéressant, c'est Taproots. Ouais, je viens de le finir. Il est vraiment bien. Voilà, Taproots. Celui-là, il est très, très bien pour le travail thérapeutique. Taproots. Voilà. Donc, pour les avancés, Taproots, et pour les nouveaux, Monster and Magical Stick. Allez, super, merci. Et un conseil. T'en as déjà donné un, mais un conseil pour débutants. Qui veut pratiquer, tu sais, le débutant qui veut pratiquer mais qui n'ose pas. Le cadre exploratoire. Ouais. C'est vraiment le conseil que je donne, c'est écris ton cadre exploratoire pour le donner à ton client et t'enlever la pression, pour pouvoir être simple lorsque tu crées de l'hypnose. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ai donné un exemple, ils rembobineront pour revenir au début, avec les différentes portes pour entrer en état d'hypnose. C'est ma manière de le présenter, mais si je dirais à un praticien, écris le tien, qui permet de dire à la personne, ouais, il y a des choses que tu ne réussiras pas, mais c'est OK, on explore ensemble. En gros, c'est ça. C'est de pouvoir poser ce cadre exploratoire pour s'enlever la pression. On travaille mal sous pression. OK. L'idée, c'est de la faire tomber. Plutôt que de faire 20 séances sur la confiance en soi, puisque de toute façon, pour qu'elle naisse, il faudra pratiquer, autant se poser un cadre qui permet à la fois à soi et au client de savoir que certaines choses peuvent rater et que c'est OK. Et que du coup, c'est comme ça qu'on va apprendre. Parce que je reviens à ce qu'on disait au début, pas pour faire une histoire encastrée, mais c'est quand on apprend à grimper, parfois, il va falloir apprendre à tomber avant de bien grimper. C'est un premier truc qu'on fait en grimpant. Enfin, moi, j'ai appris comme ça, je me grimpais et puis c'est, vas-y, tombe, qu'on fasse ça en bloc ou en voie d'ailleurs. Hein. Maintenant, tu tombes d'un petit peu et puis un peu plus et puis encore un peu plus. Et pour ça, il faut apprendre, apprendre à tomber est plus intéressant qu'apprendre à éviter. Parce qu'une personne qui essaye d'éviter en grimpant va tétaniser sur les prises et du coup, elle ne pourra plus grimper, elle va rester coincée au milieu et au bout d'un moment, ça lâchera de toute façon. Ça va faire mal. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, elle tombera. Ouais. Donc, l'idée, c'est arrêter de vouloir s'accrocher à tout réussir. C'est poser un cadre qui permet d'échouer. Et qui en fait, du coup, on dit souvent, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks. Ça, c'est bien une fois qu'on l'a compris, mais quand on nous le dit au début, alors que c'est pas, on l'a pas vécu l'expérience, ça marche pas. On se dit non, c'est des conneries tout ça. J'ai bien senti comme un échec, ça fait mal. Ouais. Donc il faut se poser un cadre au début, se poser un cadre où ça devient une exploration. Explorer plutôt que réussir. C'est 1000 fois plus intéressant. D'ailleurs, Erickson était un explorateur et on le voit rater plein de fois. Il ratait plein de fois et il rebondissait sur ses échecs. Et c'est ça qui est magique. L'hypnose, c'est ça, c'est l'adaptation. Et pour s'adapter, il faut accepter de se planter. Pour repartir sur la voie, il faut accepter de tomber. Mais on ne tombe pas du même endroit, on retombe pas au début. On retombe un tout petit peu en dessous du dernier mousqueton. Et puis, on peut repartir. Et on peut peut-être s'arrêter un moment, explorer, et ça correspond à un silence en séance d'hypnose. Parfois, c'est dire, OK, dire au client, attendez, vous m'avez dit pas mal de choses, je vais réfléchir un peu. Tenez, on va boire un verre d'eau, vous réfléchissez de votre côté à des choses que vous ne m'auriez pas dit et que vous voudriez me dire. Et moi, je vais réfléchir à quelle stratégie on va développer par rapport à tout ce que vous m'avez dit. Des fois, c'est prendre un temps, un silence. Ou alors, on vient de faire une suggestion, elle ne marche pas, et se dire, OK, je viens de la faire comment? Qu'est-ce que j'ai utilisé comme outil? Qu'est-ce que je peux utiliser d'autre? Poser le cadre, prendre du temps. Écrire son cadre, prendre du temps. Pour aller vite, il faut se hâter avec lenteur.
Et ça, ce sera le titre du podcast. C'est gentil de me le donner parce que depuis tout à l'heure, je note moi les grandes phrases, comme ça je peux pas tout réécouter. Il faut se hâter avec lenteur. J'aime bien. Ça vient des thérapies brèves. Hein. Je crois que c'est Nardone qui dit ça. Ça vient pas de moi. Hein. Oh. Ce qui est beau, ça vient pas de moi de toute façon. Moi, je fais du mais ça marche. Alors là, tu vas avoir le droit à plein de recadrage sur ça dans les commentaires du podcast. Ce sera bien. Ouais, c'est possible. Ça t'allait ? C'était parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà pour ce podcast. Un gros merci à Jordan pour avoir passé ce temps avec moi. J'espère que les sujets abordés vous ont intéressé autant que moi. Comme je vous le disais, j'ai mis en description tous les liens menant vers l'actualité de Jordan, ses livres, ainsi que les livres dont il a parlé. Vous pouvez également télécharger le kit HypnoSafe, le kit offert à tous les débutants dans l'accompagnement et notamment dans l'hypnose, qui vous permet de débuter de façon sereine et tranquille. Et rapide, surtout. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook sur la page Oser se lancer. Et puis si toi tu es hypno-débutant et que tu sens que tu as de gros manques de légitimité, de confiance, que tu ne sais pas bien poser ton cadre et que tu n'oses pas commencer à pratiquer, tu peux nous rejoindre dans l'accompagnement Oser se lancer. Et pour ça, je t'invite à aller voir le site internet oser-se-lancer.com. Je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous.